Bonjour à tous, il est 13 heures et on est ravis d'être avec vous pour ce premier webinaire 2020 de la plateforme L'innovation territoriale en action que l'on va co-réaliser avec le Rameau, le Comité 21 et Ville au Carré. Alors pour ceux qui ont suivi les webinaires de la plateforme en 2019, vous voyez il y a un petit changement cette année qu'on va vous expliquer tout de suite. En fait, 2020, c'est l'année des convergences puisque c'est la rencontre de deux dynamiques. La première qui est la plateforme L'innovation territoriale en action qui a été initié en décembre 2018 par le Rameau en partenariat avec le CGET, la Caisse des dépôts, puis le groupe La Poste. Et puis l'autre dynamique, c'est le réseau des pionniers des alliances en territoire, qui est un réseau informel et qui a été créé en 2014. Donc 2020, c'est l'année de convergence de ces deux dynamiques. Alors juste quand même pour resituer ces deux dynamiques, quelques rappels. La plateforme, tout d'abord, pour ceux qui ont suivi nos webinaires, ils connaissent bien, mais depuis 2008, le Rameau travaille sur des programmes, notamment sur la co-construction territoriale. Et en fait, pendant 7 ans, au bout de 7 ans d'observation, il a pu capitaliser, modéliser et mettre à disposition de tous les outils qui ont été testés et éprouvés par des territoires pionniers. Et puis, il a voulu aller plus loin. Et donc, en partenariat avec la Caisse des dépôts, le CGET et le groupe La Poste, ils ont lancé la plateforme Innovation territoriale en action, donc le 24 décembre 2018. Et l'objectif, c'est vraiment de partager le fruit de ces travaux de recherche au service de tous les territoires, et notamment ceux qui sont les moins bien dotés en ingénierie territoriale. Donc, vous voyez sur votre droite un schéma qui représente finalement au service de quoi répond cette plateforme. L'idée, c'est de pouvoir éclairer 7 besoins qui sont identifiés en territoire. Comment on qualifie son innovation, comment on comprend son écosystème, comment on apprend à faire alliance, comment on définit sa stratégie, comment on transforme son modèle socio-économique, comment on évalue sa pertinence, et puis comment on utilise finalement le numérique pour pouvoir accélérer les projets d'innovation. Donc c'est une plateforme qui est au service de l'innovation territoriale, qui a pour objectif de renforcer les capacités d'ingénierie de proximité, qui est très nécessaire pour relever les défis locaux. Donc une plateforme qui éclaire ces 7 besoins, mais qui a été animée par un cycle de webinaires, notamment en 2019. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de cette plateforme en 2019? Tout d'abord, on a capitalisé tous les outils sur les 7 besoins dont je viens de parler. Donc, si vous allez sur la plateforme, vous aurez les 7 pages qui sont en lien avec ces besoins. Et chaque fois, vous verrez des éléments pour comprendre les enjeux, des outils pour l'appropriation, que ce soit en termes de méthode, en termes d'illustration, en termes d'outils de formation. Et puis également des outils pour aller plus loin, pour agir, qui vous renvoient vers des sites de capitalisation d'experts. Deuxième élément d'action donc de 2019 sur la plateforme l'innovation territoriale en action, je vous le disais, elle a été animée tout au long de 2019 par un cycle de webinaires, donc 12 webinaires qui sont bien sûr accessibles toujours en replay sur cette plateforme. Donc on a des outils qui sont capitalisés sur chacun des 7 besoins et qui a été animé par un cycle de webinaires. Deuxième dynamique, c'est le réseau des pionniers des alliances en territoire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est d'abord 350 catalyseurs territoriaux. Ces catalyseurs, ce sont des acteurs au profil très varié, que ce soit des acteurs économiques, des structures d'intérêt général, des acteurs publics et des acteurs académiques qui ont pour vocation de créer du lien. Et cette création de lien, elle peut se réaliser selon 4 métiers complémentaires que vous voyez en bas à droite. Ça peut être du dialogue territorial, ça peut être de favoriser des expérimentations collectives, ça peut être d'accompagner les organisations, et puis ça peut être aussi de gérer un lieu. Donc ce réseau, c'est un réseau informel qui regroupe 350 pairs qui proviennent, donc du coup, je vous le disais, d'univers très différents. Alors quel était le cheminement pour arriver à ce réseau? Il y a eu un cheminement de plus de 7 ans qui a permis de réunir un certain nombre d'acteurs qu'on a appelés les pionniers des alliances en territoire. Et ce réseau, il a été créé en 2014 par un noyau dur d'une dizaine d'acteurs que vous voyez donc écrit sur ce slide. L'objectif de ce réseau, c'est vraiment de pouvoir partager, d'échanger ces pratiques, les pratiques des catalyseurs territoriaux dont je viens de parler, c'est-à-dire autour des 4 métiers. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2014? Chaque année, ce réseau se réunit donc chaque année. Donc depuis 2015, vous voyez en bas à droite du document les différents thèmes de rencontres annuelles. Il y a aussi en 2015 la capitalisation de ce qui a été réalisé avec un site de capitalisation. Depuis 2016, il y a une newsletter. En 2017, on a mis en ligne une cartographie de géolocalisation de ces fameux catalyseurs territoriaux. Et en 2018, un exemple, c'est que lors de cette fameuse journée annuelle, on a pu faire une session de co-développement entre les catalyseurs territoriaux et les investisseurs sociétaux. Donc c'est un cheminement
depuis 2014, qui a donné naissance à ce réseau informel. Alors pourquoi c'est très important aujourd'hui d'en parler? Parce que d'abord 2019, il y a deux dates, 2019-2020. 2019, c'est une année importante et structurante pour le réseau parce que jusqu'à là, on était dans une association de fait, on est passé par une association de droit, c'est-à-dire qu'on a créé une association du réseau des pionniers des alliances qui permet de donner un cadre juridique. Et ce qui est intéressant et important à comprendre, c'est que dans ce cadre de cette association, le rameau apporte un certain nombre d'actifs. Tout d'abord, les droits de propriété de fruits de ses recherches sur la co-construction territoriale, ils sont transférés au réseau. Ensuite, mon détachement au sein du réseau pour un tiers de montant à partir de ce début d'année. Et aussi, concernant la plateforme d'innovation territoriale, elle est transférée au sein du réseau des pionniers des alliances en territoire. Donc, le rameau qui apporte un certain nombre d'actifs. Et puis, on a la chance de pouvoir être appuyé par deux nouveaux partenaires, que sont la Fondation RTE et GRDF. Alors, concernant la plateforme plus particulièrement, en 2020, elle va s'enrichir puisqu'on va pouvoir accéder aux données territoriales de l'Observatoire des partenariats. Vous avez un certain nombre déjà de rapports régionaux qui sont en ligne et qui donnent à voir les différentes données de ces régions. La page dont je parlais tout à l'heure de capitalisation des catalyseurs territoriaux qui explique quels sont les métiers, qu'est-ce qu'on a fait avec eux depuis donc 2014. Et on a un site dédié aux ODD qui est en cours de réalisation en partenariat du coup avec le Comité 21 et Ville au Carré. Et puis cette plateforme qui s'enrichit en termes de contenu, on souhaite également qu'elle puisse continuer à être animée par des webinaires qui valoriseront des illustrations et des témoignages d'acteurs territoriaux. Donc ça reste une plateforme, bien sûr, au service et à l'écoute des territoires et co-construite avec eux. Alors je parlais de webinaires. On vous propose ici le planning des webinaires de 2020. Donc ce sont des webinaires qui se réaliseront tous les 2 mois, avec un regard croisé entre des réseaux d'experts et des catalyseurs territoriaux. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'ODD 17 en pratique sur les territoires. Je vous le disais tout à l'heure, on le réalise en partenariat avec le rameau, le comité 21 et Ville au Carré. Et ce qui est intéressant, c'est de le mettre toujours en regard des actualités, que ce soit en termes d'événements ou de publications. Pour ce qui est du mois de mars, l'actualité, c'est que un certain nombre de journées de découverte des territoires et de l'ODD 17 en territoire ont eu lieu en janvier et en mars. Le prochain se fera en Puy-de-Dôme avec la Fondation RTE. Et le rameau publie 3 notes exploratoires sur comment les entreprises, les acteurs de l'ESS et les acteurs de l'enseignement supérieur s'approprient les ODD. En mai, donc le 28 mai, retenez bien la date, le thème ce sera la diversité des dynamiques territoriales. Et l'actualité, l'événement, en fait, on aura le rapport ministériel sur les alliances stratégiques qui aura été publié et remis fin avril, et puis l'Observatoire des partenariats qui mettra à jour sa base de données impact sur les pratiques innovantes, que ce soit en termes de co-construction territoriale ou de partenariat stratégique. Le 16 juillet aura lieu le webinaire « Les élus locaux et la co-construction territoriale ». Et vous pouvez déjà noter dans vos agendas la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire qui aura lieu le 8 juillet, donc toute la journée. Et l'Observatoire publiera à cette occasion une nouvelle version de l'étude élus, donc qui permettra de comprendre comment les élus perçoivent les fragilités de leur territoire et comment ils perçoivent aussi la co-construction sur leur propre territoire. Septembre, ce sera la valorisation de ces dynamiques, comment on valorise ces dynamiques, donc le 17 septembre. En lien avec le Forum mondial Convergence qui aura lieu le début septembre et la publication par le rameau d'une note sur la valorisation de l'action collective. Et enfin, on terminera ce cycle en novembre, le 26 novembre, à l'occasion du Salon des maires qui aura lieu du 24 au 26, sur l'engagement territorial des organisations, que ce soit des organisations publiques ou privées. Et en parallèle, l'Observatoire des partenariats rééditera son étude entreprise qu'il a déjà publié en 2015 et qui rééditera donc en 2020, et qui donnera à voir finalement comment les entreprises elles-mêmes perçoivent les fragilités de leur territoire, mais surtout quelles sont leurs pratiques et comment elles s'impliquent au sein de leur territoire. Donc voilà un programme que l'on vous propose pour 2020. Et donc pour commencer notre webinaire du jour, donc l'ODD 17 en pratique, on vous propose le planning suivant. Donc le rameau qui va vous présenter l'ODD 17 comme vecteur de nouvelles modalités d'activation de l'intérêt général. Suivra ensuite le comité 21 qui nous parlera des ODD et des collectivités territoriales. Ville au Carré sur la place des catalyseurs territoriaux et notamment comment les acteurs du territoire en Centre-Val de Loire sont mobilisés. Et puis on terminera ce webinaire par une présentation rapide du contenu de la plateforme qui, je vous l'ai dit, a un petit peu évolué en 2020. Donc voilà le programme qu'on vous propose et je laisse la parole à Charles Benoît-Sic, donc président fondateur du rameau.
Bonjour à tous. Effectivement, je ne vais pas pouvoir avoir trop de temps pour vous présenter 10 ans de recherche sur cette dynamique de co-construction du bien commun et comment est-ce que les ODD et particulièrement l'ODD 7 le traduisent, mais il nous a semblé important de pouvoir refaire très rapidement le cheminement qui nous conduit aujourd'hui à la conclusion que le collectif Impact à la française existe déjà et qu'il est absolument indispensable de partir des territoires pour mettre en œuvre très concrètement la question de l'ODD 17. L'année dernière, autour d'un cycle de 7 étapes, nous avions repris le temps de mettre en perspective l'ensemble des travaux engagés depuis 2006 sur la co-construction du bien commun pour voir comment est-ce que justement la mise en œuvre des ODD et particulièrement la feuille de route des ODD s'inscrivait parfaitement dans la logique déjà engagée en France dans cette dynamique-là et 2020 a pour objectif réellement de passer à l'action. Alors, qu'est-ce que nous avons vu et qu'est-ce que nous souhaitons mettre en perspective dans cette dynamique-là? D'abord qu'il nous faut apprendre à piloter des enjeux qui sont devenus systémiques. Aujourd'hui, face à l'augmentation des besoins sociétaux et à la réflexion des ressources, il est devenu absolument indispensable de pouvoir piloter 3 axes complémentaires: tout domaine, tout acteur et tout territoire. Et cette vision systémique est bien la complexité des sujets qui nous impose de nous poser les questions: comment construire finalement cette dynamique? Si on regarde l'innovation sociétale, finalement, inventer ensemble des solutions devient finalement l'élément tout à fait majeur. Et si cette transformation est à l'œuvre, si on en connaît à la fois les processus et qu'on arrive à déterminer très clairement que l'ensemble des parties prenantes sont concernées, la question c'est comment est-ce qu'on passe de la capacité de le faire sur tel ou tel projet à une capacité beaucoup plus systémique finalement pour inventer ensemble ces solutions. Quand on regarde les travaux sur la mutation de l'intérêt général en France, en fait, on peut voir que pour pouvoir actionner l'intérêt général depuis toujours, nous avons utilisé 3 leviers. Le premier, c'est une vision partagée qui permet de mobiliser les énergies autour de cette dynamique. Le deuxième levier, c'est la gestion régulatrice, c'est-à-dire finalement quel est le cadre commun que j'accepte pour pouvoir finalement faire société. Et le troisième, c'est l'action collective transformatrice, c'est-à-dire comment est-ce que l'ensemble des acteurs sont capables de s'unir et de travailler ensemble pour pouvoir répondre aux différents besoins. Et quand on questionne les Français sur finalement quel est l'ordre des leviers pour pouvoir les aider à se mobiliser, à s'engager, c'est tout à fait clair. Le premier d'entre eux est bien évidemment la capacité à agir collectivement. Et donc, s'il y a aujourd'hui un devoir d'alliance, ce devoir d'alliance, il est avant tout lié à une nécessité d'agir ensemble. C'est dans ce cadre que lorsqu'en 2015, les ODD posent un cadre commun de transformation, finalement, on est complètement en lien avec ces 3 leviers d'activation de l'intérêt général. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, les ODD donnent une vision systémique de l'ensemble des défis et surtout un langage commun qui permet d'être approprié par l'ensemble des acteurs. Deuxième point sur l'action, c'est tout domaine, pour tout acteur, à tous les endroits. Et donc, ça permet d'avoir finalement une capacité de mettre en perspective cette dynamique collective. Et puis, troisième point, ce qui est très intéressant, c'est que la dynamique finalement systémique qui est proposée, elle peut être du plus complexe au plus simplement utilisée. Et je donnerai 2 exemples dans l'univers académique, économique, pardon. Si on regarde une PME comme Annabelle Group en Montargis, elle a utilisé pour mobiliser et déterminer quelles étaient finalement les priorités sur lesquelles agir ensemble vis-à-vis du territoire, jusqu'au groupe Vive qui a fait tout un travail de modélisation sur la contribution en tant que leader européen de la santé, modélisation qui a été présentée à l'ONU l'année dernière au moment de la feuille de route des ODD. Donc on voit
bien que quelque part, ces ODD permettent finalement d'avoir un outil commun qui va permettre de pouvoir s'intégrer de façon très concrète sur cette activation de l'intérêt général. Dans ce cadre-là, il est absolument indispensable de comprendre à quel point la question de la méthode de co-construction est au cœur de cette transformation. On dit souvent que l'ODD 17 est celui des partenariats. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'y a pas que les partenariats dans l'ODD 17, mais c'est une capacité à faire alliance au service de la transformation, que cette transformation, ce soit les nouveaux modèles de financement, les nouvelles technologies, les nouvelles ingénieries collectives ou les nouvelles formes de commerce. Il s'agit bien là de savoir comment est-ce qu'on a un moyen finalement d'agir ensemble, là où on voit bien que pour les 16 autres domaines, finalement, on est sur des domaines d'action qui vont être derrière. Alors, ce qui va être intéressant, et ce qui a été intéressant depuis ces dernières années, c'est d'avoir pu déterminer quel est le continuum finalement, qui va de la vision à la capacité de gérer de cette ODD 17, c'est-à-dire, autrement dit, comment est-ce que on peut démontrer que ce n'est pas seulement un fourre-tout institutionnel qui a été positionné, mais bien au-delà de ça, une véritable intuition d'une philosophie politique où il faudrait co-construire cette capacité à répondre au sujet, et ce continuum-là a été modélisé des objectifs finalement jusqu'à la capacité à pouvoir le traduire très concrètement pour chacun des acteurs, à la fois les personnes, les organisations et le système politique. Une fois qu'on a dit ça, la question suivante, c'est de bien comprendre que cette dynamique, finalement, des nouveaux modèles relationnels s'inscrivent à la fois dans l'ensemble des modes de relation, que ce soit au niveau de la gestion des conflits, que ce soit au niveau des dialogues ou que ce soit au niveau des alliances. Tout n'est pas nécessairement alliance, bien sûr, mais on voit que l'ensemble de ces modèles relationnels a pu évoluer, puisque si on prend la gestion des conflits, on est passé finalement d'une logique plus curative à une logique de plus en plus préventive de ces conflits, et on peut regarder en France, par exemple, comment l'émergence en 2010, du service de médiation des entreprises a été complètement dans ce sujet-là. Comment est-ce qu'on évite d'aller vers le conflit pour être beaucoup plus en amont de ce sujet-là. Concernant les dialogues, on peut constater, et c'est très intéressant, qu'on est plutôt passé d'un dialogue de parties prenantes internes à une organisation à un dialogue civil, c'est-à-dire un dialogue de l'ensemble de l'écosystème sur les enjeux de société, et bien évidemment la co-construction territoriale, le dialogue territorial est devenu un des éléments majeurs de cette mutation. Et puis, dernier point, bien évidemment, concernant les alliances, ce qu'il est intéressant de constater concernant les partenariats, c'est qu'on est passé d'une forme de contrat-échange, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je te donne, à un contrat-alliance, comment est-ce qu'on peut construire ensemble quelque chose qui va permettre de répondre à des enjeux collectifs. Donc on voit bien que les ODD, et d'une manière plus particulière l'ODD 17, ce n'est pas seulement la question des alliances, mais bien plus largement la question de nouveaux dialogues, de nouvelles relations entre les acteurs et d'une capacité finalement à faire société au travers des défis communs qui sont les nôtres. Pourquoi est-ce que finalement cette co-construction, elle s'inscrit aujourd'hui dans une réalité incarnée dans la réalité de terrain? Tout simplement parce que, et c'est très rare dans l'histoire finalement, les 4 grands acteurs de l'écosystème sont tous les 4 en même moment dans un moment où leur modèle est en questionnement. Que ce soit les institutions ou qui ne peuvent plus faire fi de la co-construction de politique publique pour pouvoir mobiliser les énergies, que ce soit les acteurs économiques sur lesquels la responsabilité sociétale, elle doit être effective s'ils veulent rester aujourd'hui performants, s'ils veulent rester finalement à l'écoute des besoins, que ce soit les acteurs académiques, puisque aujourd'hui les modes d'apprentissage ont complètement été bouleversés. On est passé de la logique des pairs à celle des pairs, et que quelque part l'apprentissage du savoir n'est plus le même que par le passé, ou que ce soit les structures d'intérêt général, parce que effectivement l'hybridation des modèles socio-économiques devient un moyen d'augmenter l'impact pour être capable non seulement de faire
finalement ce que ni les acteurs publics ni les acteurs économiques ne peuvent faire, mais surtout être force d'entraînement pour pouvoir finalement collectivement agir. Et donc, c'est un des moments rares dans notre histoire, grosso modo, tous les 500 ans, on retrouve ces périodes-là, où finalement l'ensemble des modèles étant en questionnement, eh bien, pour leur propre survie, ils sont obligés de faire ce qu'on a appelé dès 2016 la fin des arrogances et d'accepter finalement d'aller et de faire un pas vers l'autre pour comprendre comment peut fonctionner finalement globalement la réinvention de notre système. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis lors, bien évidemment, on a voulu comprendre de façon beaucoup plus précise comment est-ce que l'appropriation des ODD par ces 4 univers peut être finalement diverse. Et bien évidemment, nous commencerons par la collectivité territoriale. Nous aurons dans un instant la présentation du comité 21 sur la façon dont les collectivités territoriales se saisissent aujourd'hui et peuvent se saisir aujourd'hui des objectifs de développement durable. Et nous venons de publier la semaine dernière 3 autres publications, l'un sur les acteurs économiques, l'autre sur les acteurs académiques et le troisième sur l'ESS et les ODD pour voir finalement, en fonction du panorama des acteurs, comment est-ce que le profil de chacun impacte sa façon de se saisir des objectifs de développement durable. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est que finalement, si chacun des acteurs dans l'écosystème s'en saisit différemment, il y a sans doute 3 questions systémiques dont il faut se saisir collectivement. C'est d'abord, comment est-ce qu'on valorise cette capacité à faire alliance? Aujourd'hui, culturellement, structurellement, il n'est pas finalement naturel de valoriser cette capacité à faire alliance. Aujourd'hui, ne serait-ce que dans le droit français protège la personne, qu'elle soit physique ou morale, mais ne valorise pas et ne protège pas finalement cette alliance. Donc, le premier élément au niveau de la vision, c'est bien évidemment comment est-ce qu'on apprend à valoriser cette capacité d'agir collectivement. La deuxième, c'est bien évidemment en lien avec la pérennité des solutions que nous inventons. Si nous voulons finalement avoir des solutions qui à la fois permettent de réduire les fragilités et d'inventer de nouveaux moteurs de développement économique durable, il est bien évident que les modèles socio-économiques associés à cette dynamique-là sont eux aussi à réinventer. L'économie de marché d'une part et l'économie de redistribution d'autre part continueront à apporter bien évidemment une partie des réponses, mais il est bien évident que une troisième voie doit aussi s'inventer parce que il ne pourra pas répondre à tous les dynamiques en cours. Et donc cette question sur les nouveaux modèles socio-économiques est au cœur de l'action collective transformatrice telle qu'on peut la constater sur les territoires. Et puis le dernier point, bien évidemment, c'est comment est-ce qu'on conduit ce changement puisqu'il est systémique. Finalement, on voit bien qu'il est très compliqué de pouvoir, de prime abord, donner des orientations qui permettent à chacun de savoir dans quel sens agir. Et donc, c'est là où la question des territoires devient tout à fait prioritaire, puisque si jamais on veut pouvoir mobiliser l'ensemble des énergies, si on veut conduire le changement, eh bien c'est bien à partir du premier kilomètre des besoins des acteurs, de leur réalité de terrain, que l'on peut finalement apprendre ou réapprendre à faire alliance pour être en capacité de répondre à nos objectifs de développement durable. Nous n'avons que 10 ans pour le faire. 10 ans, c'est à la fois long et court. Et donc, il est absolument évident que les territoires aujourd'hui jouent un rôle de paillasse de chercheurs, de lieu d'incarnation d'une R&D sociétale dont nous devons impérativement nous saisir et écouter parce que c'est là que se réinventent aujourd'hui, très concrètement, les modèles de demain. Et dans ce cadre-là, pour pouvoir bien comprendre finalement cette dynamique-là, eh bien, il faut bien comprendre aujourd'hui que les ingénieries territoriales se sont progressivement enrichies et ont progressivement évolué en France. Bien évidemment, on connaît bien l'ingénierie de gestion des territoires qui a été profondément refondée après-guerre dans une dynamique de gestion de l'État-providence et dont on voit bien aujourd'hui qu'elle reste un élément moteur, bien évidemment, et majeur de la capacité des collectivités territoriales à apporter une réponse à la gestion collective d'un territoire. Depuis une trentaine d'années est apparue une deuxième forme d'ingénierie territoriale, l'ingénierie de management de projets territoriaux, puisque
au-delà d'une d'une bonne gestion du territoire, la question de comment est-ce qu'un territoire fait commun et comment est-ce que on peut avoir des projets de territoire qui mobilisent l'ensemble des acteurs est apparu, et ce n'est pas nos amis de Ville au Carré avec la politique de la ville qui nous dira le contraire. On a vu aussi dans des questions d'insertion, sur les questions d'environnement, depuis une trentaine d'années, ces projets territoriaux finalement prendre corps et ce management territorial prendre corps. Et puis, on a vu, depuis une petite dizaine d'années, émerger une troisième forme d'ingénierie, celle de la relation, celle qui ne mobilise pas seulement ceux qui sont déjà très matures pour pouvoir finalement co-construire des solutions territoriales, mais celle qui va chercher l'ensemble des acteurs d'un territoire, l'ensemble des agents, des élus, des associations, des entreprises du territoire, des acteurs académiques d'un territoire, pour pouvoir finalement créer de l'interconnaissance, être capable d'appréhender ensemble le premier kilomètre des besoins et d'être capable de pouvoir identifier quelles sont les solutions déjà existantes sur le territoire, voire d'aller chercher en dehors du territoire s'il y a des manques encore sur le territoire. Et on voit bien que ces trois ingénieries ne se substituent pas l'une l'autre, mais se renforcent. Et c'est bien dans ce cadre-là, finalement, que l'on voit comment le territoire joue un rôle absolument majeur aujourd'hui pour inventer, réinventer des solutions qui à la fois répondent à un cadre commun et sont pertinentes par rapport aux besoins réels du territoire en question. Alors, pour passer dès aujourd'hui à l'action sur les territoires, et c'est tout l'enjeu de ce webinaire, il y a trois dynamiques bien évidemment essentielles. D'abord, de bien connaître les données pour cibler les priorités des territoires. Élodie, vous le rappelez en introduction, l'Observatoire des partenariats décline mensuellement un rapport régional pour donner les données, décliner régionalement les données qui peuvent exister à la fois sur les fragilités et sur les pratiques d'alliance en France. Et il est important de voir que ces données-là ont un véritable rôle pour pouvoir aider à dialoguer ensemble sur les priorités d'un territoire. Le prochain rapport qui sera publié sera le 10 mars prochain à l'occasion d'un voyage d'études sur les EDD à Clermont-Ferrand et ce sera bien évidemment sur le rapport impact Auvergne-Rhône-Alpes. Le deuxième, on va en parler plus amplement, c'est bien évidemment un outil pour structurer sa démarche. Et là, le guide ODD et collectivités territoriales qu'a lancé à l'occasion du Salon des maires le comité 21 l'année dernière est vraiment l'outil idéal pour mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une démarche apprenante. Et ce qui est particulièrement bien réussi dans ce guide, au-delà d'être très pédagogique, c'est de partir d'exemples inspirants pour pouvoir et permettre à chacun de réinventer son propre démarche à partir d'exemples d'autres. Et puis, le troisième élément indispensable, il faut des données, il faut des outils, mais bien évidemment, il faut aussi des compétences, puisque cette dynamique collective, finalement, elle nécessite des compétences spécifiques pour pouvoir réunir des acteurs de mondes très différents, faire un rôle de traducteur par rapport à ces mondes, et les 350 catalyseurs territoriaux que l'on peut recenser aujourd'hui, et sont sans doute beaucoup plus nombreux que cela, mais finalement ont ce rôle et jouent un rôle extrêmement intéressant parce que cette dynamique-là, ils l'ont acquise sur leur territoire en fonction de la plateforme d'acteurs et de la plateforme d'action du territoire et donc sont parfaitement en cohérence et en convergence bien évidemment avec les besoins de ce territoire. Donc aujourd'hui, il est absolument indispensable de pouvoir s'appuyer à la fois sur ces données, ces outils et ces compétences pour pouvoir très concrètement passer à l'action. Voilà ce qui résume 14 ans de recherche sur le sujet. Alors, pardonnez-moi d'avoir été un peu rapidement sur l'ensemble du sujet, mais il nous semblait intéressant d'avoir la colonne vertébrale qui nous permette de comprendre comment est-ce qu'on passe des enjeux systémiques auxquels nous sommes confrontés à une capacité des territoires aujourd'hui à nous éclairer, chacun d'entre nous. Donc, il ne s'agit pas simplement d'aller aider les territoires à faire, il faut encore les écouter parce que c'est là que s'invente sans doute notre capacité à répondre collectivement aux objectifs de développement de l'agenda 2030. Merci Charles Benoît pour ce rappel du contexte et des enjeux. Je n'ai pas parlé tout à l'heure en introduction, mais évidemment, si vous avez des questions ou des remarques, il faut que vous passiez par le live chat, qui est le petit onglet en bas à droite, qui vous permet en fait de poser vos questions. Donc évidemment, n'hésitez pas, notamment sur l'intervention de Charles Benoît.
à vous poser vos remarques et questions. On y répondra à la fin de ce webinaire. Donc, comme le disait Charles Benoît, on aimerait mettre en valeur l'outil qui a été développé par le comité 21. Et donc là, je vais laisser la parole à Sarah Schoenfeld, qui est directrice de l'établissement national du comité 21, qui va nous présenter justement le guide ODD et collectivités territoriales. Sarah est-elle en connectée? Connectée, mais elle avait oublié que le micro était déconnecté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Merci beaucoup. Bon, déjà, je souhaitais remercier vraiment très sincèrement le Rameau qui, encore une fois, nous permet de valoriser ce guide qui a été le fruit de 2 ans de travail. Depuis que ce guide est lancé, je crois que c'est vraiment le Rameau qui en fait une publicité la plus convaincante et la plus régulière. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir lors de ce webinaire. Je dois vous dire que pour moi, c'est un peu une première. J'ai déjà participé à des webinaires, mais j'ai jamais été invitée en tant qu'intervenante. Donc voilà, c'est une toute première pour moi. Pour vous dire également, alors j'essaie de faire passer le PowerPoint. Ça marche effectivement comme ça. Donc ce guide, je le disais, est le fruit de 2 ans de travail avec la plupart des associations nationales de collectivités et d'élus locaux. On n'a pas voulu faire ça dans notre coin. On pense que d'abord l'expertise se retrouve un peu partout et qu'ensuite c'est toujours intéressant d'avoir un maximum de partenaires à bord pour essayer de le diffuser très largement, ce travail. Donc, on a travaillé avec l'Association des maires de France, avec l'Association des départements de France, des régions de France, l'association Villes de France, qui est le nouveau nom des villes moyennes, avec France Urbaine, qui est le nouveau nom de l'association des maires de grandes villes de France, avec plusieurs ministères, ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Également le PNUD au niveau international, puisqu'on on ne peut pas décorréler les ODD de leur intérêt local, mais de leur origine internationale, c'est quand même le fruit de négociations au sein de plusieurs États au sein de l'ONU. Donc, on a souhaité mettre à bord un peu tout ce monde-là. Évidemment, on s'est tourné vers le Rameau puisque le Rameau a une très forte expérience de la collaboration, enfin de recherche sur la collaboration multi-acteurs. Et il nous a semblé qu'on était très complémentaires, le comité 21 et le Rameau, sur ces questions de coopération multi-acteurs en faveur, alors ce que nous on appelle le développement durable au comité 21, ce que d'autres appellent le bien commun, ou encore sur des projets qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, etc., etc. Il y a beaucoup de points de regroupement sur tous ces concepts. Donc 2 ans de travail avec plein d'associations d'élus, avec des collectivités qui nous ont semblé aussi pionnières de la façon dont elles s'appropriaient les objectifs de développement durable. Il y en a pas beaucoup. Ça me permet de faire un petit point sur pourquoi on a voulu faire ce guide. Euh, donc, peut-être vous expliquer que moi, avant d'être directrice du comité 21, j'étais responsable des relations internationales du comité 21. Donc, j'étais recrutée au moment de la COP 21. Souvent, les gens se mélangent les pinceaux entre COP 21 et comité 21, mais donc non, nous on est bien le comité 21 et même si on a fait on a beaucoup travaillé pour la mobilisation des acteurs non étatiques, c'est-à-dire collectivités, entreprises, associations, pour la COP 21. On a aussi on s'est aussi beaucoup mobilisé dès que l'année 2015 a accouché de l'agenda 2030, en même temps que l'accord de Paris. L'année 2015 a accouché de, de l'agenda 2030. On avait vraiment là, en 2015, un vrai momentum de multilatéralisme où ce qui passait à l'ONU n'était pas retoqué. Donc c'est quand même intéressant de le souligner. Et en tant que responsable des relations internationales, j'ai regardé comment les ODD et l'agenda 2030 étaient appropriés dans différentes régions et différents pays du monde. Il y a quelque chose qui nous a frappé,
on a fait 2 rapports coup sur coup en 2017 et 2018. C'est que autant les grandes entreprises s'y mettaient à regarder comment utiliser l'outil ODD par rapport à leur RSE, autant les collectivités territoriales françaises n'avaient pas du tout ça dans leur radar et avaient vraiment pas du tout ça pour comparer à ce qu'on pouvait observer dans d'autres pays, notamment de l'Union européenne, où les collectivités territoriales allemandes, typiquement, se sont très vite saisies de l'outil. Donc on s'est dit, travaillons à un outil méthodologique, quelques clés qui permettent aux collectivités françaises de voir l'intérêt d'abord, parce que avant de savoir comment on se saisit d'un outil, il faut d'abord être convaincu que c'est intéressant de se saisir de cet outil-là. Et donc, le premier chapitre du guide collectivité ODD, c'est vraiment un chapitre que je dirais le plus politique, entre guillemets, qui revient sur pourquoi la communauté internationale a voulu se doter d'un agenda 2030. Ça fait suite à quoi? Donc en gros, ça fait suite aux objectifs du millénaire pour le développement, qui étaient 8 objectifs qui couraient de 2000 à 2015 et qui étaient adressés uniquement aux pays en voie de développement pour qu'ils rattrapent leur niveau de développement par rapport aux pays développés. Donc là, on a un vrai saut entre les OMD et les ODD, puisque les ODD, eux, s'adressent à l'ensemble des pays de la planète. Tous les pays de la planète, quel que soit leur niveau de développement, doivent avoir atteint d'ici 2030 les 17 objectifs de développement durable. Et donc, le sous-titre de ça, c'est qu'un peu, nous sommes tous des pays en voie de développement durable. Voilà. Donc, on explique d'où il vient, cet agenda, comment il a été négocié, tout l'intérêt politique, c'est-à-dire pourquoi, si on ne territorialise pas les ODD, on passe à côté de l'exercice. En gros, on fait cet exercice de dire, regardez les compétences qui vous sont dévolues, vous, collectivités territoriales, régions, départements, EPCI et villes, et croisez-les avec bon, les 17 ODD, mais idéalement les 169 cibles, et voyez que l'écrasante majorité des cibles qui composent les ODD sont du ressort des compétences des collectivités territoriales en France. Dans ce premier chapitre, on fait aussi le lien avec l'agenda 21 parce que donc j'ai pas expliqué parce que j'ai que 15 minutes pour intervenir, mais j'ai pas expliqué que le comité 21 est composé de membres et notamment de membres collectivités territoriales et qu'elles sont venues vers nous en nous disant quel est le lien entre l'agenda 21 et l'agenda 2030. Je m'y perds. Voilà. Donc nous, dans ce premier chapitre, on a essayé aussi de expliquer quel est notre point de vue de continuité entre l'agenda 21 et l'agenda 2030. Pour faire simple, l'agenda 21 était composé de 5 finalités et assorti de 5 clés méthodologiques pour le mettre en œuvre. Donc, en gros, pour nous, c'est assez simple de répondre sur la question de l'articulation entre l'agenda 21 et l'agenda 2030. Pour nous, l'agenda 2030 remplace purement et simplement l'agenda 21 sur ses 5 finalités, puisqu'en fait, il le décline de façon beaucoup plus précise à l'aune des enjeux de ce début du XXIe siècle. Par contre, l'agenda 2030 ne remplace absolument pas l'agenda 21 dans les façons de mettre en place un projet concerté de territoire, prospectif, fait avec les différentes parties prenantes de son territoire. Je vous renvoie du coup à la méthodologie de mise en œuvre de l'agenda 21. Nous, on pense véritablement que pour mettre en place un projet prospectif de développement durable sur son territoire, il faut absolument s'adosser à la méthodologie de l'agenda 21. On dit aussi dans ce premier chapitre, ce qui permet de faire la liaison avec le second chapitre, mais dans ce premier chapitre, on dit que l'agenda 2030, dans son esprit, tous les acteurs qui veulent essayer de le décliner au prisme de leurs compétences ou au prisme de leur corps d'activité quand on est une entreprise ou au prisme de leur projet associatif quand on est une association, doit le faire en tendant vers le 100%. C'est-à-dire, on doit tendre vers j'essaye de répondre à 100% des 169 cibles. Évidemment, tout le monde n'y arrivera pas.
Mais on ne peut pas choisir les ODD et choisir les cibles qui seraient les plus faciles pour nous. Je prends toujours l'exemple de Veolia, par exemple, qui dirait, ben moi, mon secteur d'activité, c'est les services d'eau et d'assainissement. Je vais faire en sorte de répondre à l'ODD 6 point barre. Non, vraiment, Veolia doit se poser la question de son impact d'égalité entre les hommes et les femmes, puisque c'est un employeur, de l'ODD 8 sur la croissance et l'emploi décent, sur l'impact contre le changement climatique, l'ODD 13, et sur l'impact contre la pauvreté, parce que quand on travaille l'ODD 6 sur l'eau, on a évidemment un impact sur la pauvreté, et on a évidemment un impact sur la lutte contre le changement climatique, etc., etc. Donc, on doit essayer de tendre vers le 100%. Sauf que, à regarder le haut de la montagne, alors qu'on est tout en bas, on peut se décourager et on peut se dire c'est c'est beaucoup trop exigeant, j'y arriverai pas, etc. Donc on a travaillé avec le CEREMA, le chapitre 2, qui est un chapitre qui permet de prioriser l'action. Quand on débute un exercice, je reprends un peu la métaphore de la randonnée, il faut pas regarder le haut du sommet, il faut regarder ses pieds et mettre un pas devant l'autre. Et donc, ce chapitre 2, il est vraiment là pour prioriser les ODD pour chaque niveau de collectivité. Quand on commence, il me semble, de s'approprier les ODD, il faut commencer par les ODD qui sont les plus faciles, qui sont les plus, qui rentrent le plus dans les compétences. Et donc là, il y a eu un formidable travail fait par le CEREMA de croiser à la fois les compétences des 4 niveaux de collectivité en France, les compétences obligatoires, hein, je parle, avec les 17 ODD, ce qui permet de faire ressortir les ODD cœur de métier pour chaque niveau de collectivité. Donc ça, c'est tout l'intérêt du chapitre 2. Et ce chapitre 2 aussi permet de regarder un petit peu au niveau des indicateurs, parce que l'agenda 2030 a été livré donc avec 17 ODD, chacun décliné en 169 cibles. Et chaque cible assortie d'indicateurs pour pouvoir évaluer si on progresse ou pas sur chacune de ces cibles. Euh, pour vous mentionner que la France a fait un travail de traduction des indicateurs de l'ONU en indicateurs nationaux français et que évidemment ces indicateurs au niveau national français ne parlent pas à toutes les collectivités territoriales. Donc il y a encore un travail de traduction, de digestion, de compréhension et de digestion de ces indicateurs au niveau local au regard des compétences. Le troisième chapitre de ce guide, c'est un chapitre qui est comment dire, qui est le plus gros du travail de ce guide, puisque c'est un chapitre qui est composé de pratiquement 170 pages. Il y a 10 pages par fiche et il y a 17 fiches, une par ODD. Là, on a vraiment voulu rentrer dans le cœur de chaque ODD et d'essayer de montrer que des choses étaient déjà faites pour réaliser certaines cibles de certains ODD, pour montrer qu'en fait, on peut faire des ODD sans le savoir et qu'il convient de le savoir pour pouvoir communiquer sur le fait qu'on est, nous aussi, telle ville, tel agglo, tel département et telle région, un acteur de la mise en œuvre de l'agenda 2030 sur son territoire. Donc en fait, chaque fiche, là je vous ai, sur la slide que vous voyez là, je vous ai montré les différentes rubriques qui composent une fiche. Donc on pose le contexte en France. Donc si je prends l'ODD 1, mais c'est comme ça pour toutes les fiches de tous les ODD. Hein. Donc si on prend l'ODD 1, on va parler du contexte français, de la récente loi sur la lutte contre la pauvreté, les derniers chiffres en France, etc., etc. Ensuite, on va regarder comment l'ODD 1 interagit avec les autres ODD. Finalement, il interagit avec les 16 autres, mais on a fait le choix de montrer les plus grosses interactions avec les ODD qui interagissent le plus avec cette ODD 1. Troisième rubrique, on a listé une série de questions que doit se poser la collectivité quand elle veut s'approprier et vraiment répondre à l'ODD numéro 1 contre la pauvreté. Quelles questions je dois me poser pour relever les défis? Ensuite, on a sélectionné les cibles de l'ODD 1 pour montrer, et pour chaque cible, on a essayé de trouver un projet de collectivité territoriale
qu'elle mène avec des acteurs de son territoire, donc des projets qu'elle mène avec des entreprises, qu'elle mène avec des associations, qu'elle mène avec d'autres niveaux de collectivité, en infra ou supra, pour montrer que il faut aller jusque dans les cibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, alors une première façon de s'approprier les ODD, ce serait de faire son rapport d'activité en plaçant des timbres ODD à côté de chaque action, mais c'est vraiment pas du tout satisfaisant de s'arrêter là. Il faut, à notre sens, vraiment regarder les cibles de chaque ODD et regarder quel projet mené par la collectivité ou mené par des acteurs de son territoire, ou encore mieux mené par un écosystème multi-acteurs, ce projet répond à la cible en question. Et donc là, vraiment pour chaque cible, il y a un petit paragraphe de 5-6 lignes avec un projet qu'on a trouvé en France. Ensuite, on a essayé de faire un focus international pour chaque ODD, soit une collectivité étrangère, soit une coopération décentralisée entre une collectivité française et une collectivité étrangère qui nous semble particulièrement répondre à tel ou tel ODD. Et enfin, on a listé toute une liste de ressources bibliographiques pour aller plus loin sur le thème de la pauvreté. Donc là, pour filer l'exemple de l'ODD 1. Mais cette fiche ODD 1, on l'a faite pour toutes les fiches des ODD. Donc, je pense que là, c'est vraiment une mine d'informations assez précieuse pour montrer que c'est possible. Enfin, le dernier chapitre du guide, c'est un chapitre où on a tendu le micro à 7 collectivités territoriales qui nous paraissaient chacune pionnières dans le fait de s'approprier l'agenda 2030. On a interviewé 2 régions, 2 départements et 3 villes, en tout cas des villages, jusqu'à un village rural qui a à peu près 850 habitants, hein, le village d'Ayen en Corrèze. Pour voir ces collectivités françaises particulièrement avancées, et là encore, hein, je remets des guillemets, mais les collectivités françaises sont beaucoup moins avancées que certaines collectivités étrangères. D'où était venu ce désir de ces collectivités de se saisir des ODD, du politique, du technique, par quels écueils elles sont passées, comment elles ont dépassé ces échecs, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment un retour d'expérience qui me semble très intéressant, d'autant que, comme je le dis là sur cette slide, on a interviewé 7 collectivités et on a 7 façons de s'approprier les ODD. Voilà, je voulais juste finir par vous dire que il y a des événements pour les collectivités territoriales, pour les acteurs du territoire, pour être sensibilisés et avoir des outils d'appropriation de l'agenda 2030. D'abord, ce que nous on fait au comité 21, c'est un tour de France des ODD, qui est un tour de France qui court depuis 2017 et qui s'arrêtera a priori fin 2021. Donc les prochaines dates sont le 2 avril en Nouvelle-Aquitaine, en septembre en Île-de-France et en novembre en Isère. Le congrès annuel du CCRE, alors c'est le Conseil des communes et régions d'Europe, donc c'est la branche européenne de CGLU, Cité Gouvernements Locaux Uniques et l'Organisation mondiale des collectivités, fait son congrès annuel du 6 au 8 mai à Innsbruck, et que tous les ans, le Forum politique de haut niveau, donc c'est le rendez-vous organisé par l'ONU à New York tous les ans mi-juillet pour évaluer l'état de progression des ODD dans le monde. Donc tous les ans, au Forum politique de haut niveau, on a un focus sur les collectivités territoriales qui est organisé justement par CGLU, Cité Gouvernements Locaux Unis. Voilà ce que j'avais à dire pour ma part. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation très précise du guide. Comme pour tout à l'heure, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à utiliser le live chat qui est sur votre page en bas à droite. Et en attendant, je vais laisser la parole à Ville au Carré, qui est donc le catalyseur territorial en Centre-Val de Loire, qui va nous expliquer ce qu'est un catalyseur territorial avec des exemples et les réflexions qui sont en cours en Centre-Val de Loire. Donc, je laisse la parole à Cécile Dublanche, qui est directrice de Ville au Carré et qui va donc nous présenter ce qu'est Ville au Carré. Mais Cécile, je te laisse la main et puis tu peux faire défiler tes slides comme tu veux.
Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais vraiment remercier Charles-Benoît Hetzig et Élodie Julien de m'avoir invitée. Puis ça fait des années maintenant que nous travaillons ensemble sur ces questions de catalyse territoriale. C'est toujours passionnant et j'en profite aussi du coup pour féliciter en direct le travail du comité 21 et remercier Sarah Schoenfeld de la présentation parce que je peux témoigner que ce guide est absolument remarquable et vraiment un outil de très très grande qualité qui va, je suis sûre, vraiment faire progresser la prise en compte des objectifs de développement durable par les collectivités. Mais je n'arrive pas à passer mes slides, excusez-moi. Je peux le faire si tu veux. Voilà, mais donc du coup, là, voilà, merci. Et je voulais remercier aussi du coup le comité 21 d'avoir signalé que les centres de ressources politiques de la ville, les villes carrées, étaient des outils justement qui étaient intéressants pour promouvoir l'objectif 17 des ODD sur les partenariats. Donc voilà, ça nous motive d'autant plus à collaborer sur la diffusion de ce guide. Alors, l'autre slide, s'il te plaît, Élodie. Le Ville au Carré, donc c'est un centre de ressources et d'innovation territoriale en région Centre-Val de Loire. Notre raison d'être, c'est d'aider les acteurs publics et privés à refabriquer des villes qui soient plus inclusives, plus fraternelles et plus durables. Et c'est ce que nous appelons notre mission de coaching territorial, qui s'appuie sur justement notre ADN à 360 degrés. Et c'est là où on s'est vraiment retrouvé avec le Rameau, où on est sur un trépied entre une pluralité d'acteurs, des élus, des acteurs publics, des opérateurs privés, des universitaires, des associations, des citoyens, différents domaines. Et là, on retrouve tout à fait la culture des objectifs de développement durable. On n'a pas forcément les 17 domaines, mais je crois qu'on en a plus de la moitié entre des questions urbaines, des questions sociales, sociétales ou économiques. Et puis, de travailler à une multi-territoire, des quartiers, au centre-ville, aux petites villes, aux métropoles, aux questions départementales ou régionales. Donc, c'est pour ça qu'on se sent très, très en phase avec la manière dont le guide pour les collectivités locales de l'appropriation des objectifs de développement durable a été inventé. La slide d'après, s'il te plaît. Donc là, c'est justement pour expliquer nos 4 domaines d'intervention qui sont tous en synergie. Nous sommes une équipe de 5 personnes et nous accompagnons à la fois la revitalisation sociale, économique et urbaine des territoires fragiles, que ce soit depuis le départ sur la politique de la ville, donc les quartiers prioritaires, et aujourd'hui les centralités, que ce soit centre-ville ou centre-bourg. Nous travaillons aussi depuis plusieurs années sur les dynamiques citoyennes, en s'appuyant d'ailleurs sur les dynamiques citoyennes qui ont été engagées dans la politique de la ville et aujourd'hui, dans le cadre de notre région centre, sur les dynamiques de démocratie permanente. Et finalement, on se rend compte que tout ça nous amène sur les questions de transition et d'innovation territoriale, comme nous avons pas mal travaillé avec le Rameau. Et on se rend compte que voilà, tous ces domaines sont tout à fait interdépendants. Et c'est la complémentarité de chacun qui nous permet d'être vraiment au service de l'intérêt général des territoires fragiles. Voilà, ça c'est un schéma surtout pour expliquer qu'on est une structure, alors une structure apprenante, on dit souvent, mais surtout une structure toujours en mouvement, toujours aussi guidée par la recherche d'une pérennisation de notre modèle économique et surtout d'une adaptation aux besoins du territoire. Donc ça explique que nous avons démarré comme centre de ressources politiques de la ville, on va dire classique, dans le réseau national des centres de ressources. Et puis en cheminant, en revenant que sur la région centre, puisqu'avant on était aussi en Poitou-Charentes, on s'est resserré sur la région centre, donc on a développé d'autres compétences. On a eu une belle rencontre avec le Rameau, qui nous a amené aussi donc du coup dans ce réseau des pionniers en alliance des territoires, et on a beaucoup travaillé sur finalement c'est quoi ce métier de catalyseur territorial, et c'est ce dont je vais témoigner à l'instant aujourd'hui. Donc la slide d'après. Alors justement, je suis repartie des 4 compétences d'ingénierie des catalyseurs territoriaux tels qu'ils ont été caractérisés après des années d'études d'approfondissement de recherche du Rameau. Donc au niveau du dialogue territorial, plutôt sur l'interconnaissance et les questions de politique des alliances, de devoir d'alliance, dont disait tout à l'heure Charles-Benoît Hetzig. La question des expériences collectives, où on a vraiment plutôt la question par des besoins des territoires tels qu'on peut le connaître quand on est sur le terrain, et pour mobiliser tous les acteurs sur des co-constructions nouvelles. Et c'est aussi, on a bien entendu tout à l'heure,
cette nouvelle époque où différents acteurs du monde des collectivités, du monde académique, économique ou de la société civile s'allient pour trouver des solutions nouvelles. L'accompagnement, où là, il y a plein de catalyseurs qui sont sur les questions d'incubateurs de projets, sur l'accompagnement des partenariats et puis sur la diffusion des nouvelles solutions. Et puis, la question du gestion d'un lieu, que ce soit un espace de coworking, un Fab Lab, un tiers-lieu. Et on se rend compte, voilà, que quels que soient les métiers des catalyseurs, finalement, on a deux, trois ou quatre de ces compétences métiers. Donc, quelques exemples justement que nous avons valorisés lors de la journée en territoire qui avait été organisée avec le Rameau au mois de janvier. D'une part, par exemple, j'ai pris cet exemple parce que il est justement tout à fait concret et nouveau dans la volonté d'un partenariat entre un centre d'environnement et une BGE, un DLA et puis l'entreprise Enedis qui veulent favoriser l'interconnaissance des entreprises et des associations sur leur territoire de l'Indre. Et c'est là où le catalyseur territorial, voilà, ce n'est pas forcément une impulsion publique, c'est aussi des acteurs privés ou de la société civile qui ont envie d'aller plus loin, bien évidemment en mobilisant ensuite les collectivités. Mais c'est pour montrer qu'il y a aussi des démarches tout à fait nouvelles et qui sont vraiment très très riches justement pour favoriser l'interconnaissance et de nouvelles coopérations. Au niveau de l'expérience collective, là, j'en pourrais citer ce qui s'est passé justement dans le département d'à côté, où là, c'est le DLA du Cher qui a été en lien avec un assureur et qui les a mis en lien avec le MEDEF local. Et là, il y a plusieurs rencontres entre des entreprises et des associations jusqu'à proposer des projets communs autour d'une coopération sur le numérique, par exemple. Et donc, là aussi, ça crée du mouvement de manière nouvelle puisque le secteur associatif et le secteur du MEDEF, c'était pas forcément les rencontres les plus naturelles, en tout cas dans notre région. Au niveau de l'accompagnement, on a fait témoigner une magnifique expérience portée par le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse d'Orléans, de la région Centre-Val de Loire, qui a créé un infolab où des jeunes sont accompagnés, des jeunes adultes, dans le champ multimédia pour développer leur culture entrepreneuriale. Ils sont soutenus par plusieurs fondations et c'est vraiment quelque chose qui est assez remarquable, comment des jeunes justement arrivent à être même en autogestion sur leur lieu de travail et arrivent à produire des ressources numériques, des spectacles, des films, différents outils avec une capacité à mobiliser des jeunes dans une démarche de citoyenneté qui est vraiment remarquable. Donc, on pourrait passer du temps pour le présenter. Et sur la gestion d'un lieu, on a envie de parler justement du lieu où nous étions rassemblés, où des locaux qui étaient vides dans un quartier ont été réaménagés par un collectif d'associations avec le soutien de la ville de Saint-Jean-de-Bray et du bailleur social, où ils ont pu, en se mettant plusieurs associations ensemble, définir de nouveaux modes de vie et puis créer de nouvelles activités autour d'une coopérette alimentaire, un coworking, un living lab, un repair café et puis une bricothèque. Et donc on voit qu'avec un lieu, il y a la vie qui vient et puis on invente des solutions nouvelles qui sont vraiment au bénéfice des habitants des quartiers de Saint-Jean-de-Bray. Donc ça, c'était pour donner un exemple que, effectivement, vous avez repéré 350 catalyseurs, cela n'était pas, donc ça fait déjà 354, mais en fait, il y en a beaucoup. Et peut-être la particularité de Ville au Carré, et donc c'est le slide d'après, c'était d'expliquer que nous, même une équipe de 5 personnes, on est sur la synergie de ces 4 compétences des catalyseurs territoriaux, parce qu'il y a eu cette vision initiale où il fallait vraiment travailler sur les différents domaines, sur les différents territoires, mélanger les questions de rencontres entre des réseaux d'acteurs pour travailler entre pairs, de vraiment centre de ressources au centre de faire des guides aussi, des fiches d'expérience, de créer des jeux pour travailler autrement, d'être facilitateur aussi d'expérimentation. Donc là, j'ai pas le temps pour vous dire un peu les différents domaines, mais ce qui est important, c'est de montrer que voilà, si on a un rôle de catalyseur singulier, mais on pourrait le retrouver aussi chez d'autres collègues qui sont centres de ressources politiques de la ville, qui eux aussi ont évolué, c'est qu'il y a cette capacité à être
en interaction entre le dialogue territorial qui peut être entre des différents métiers, je pense à des chefs de projet politique de la ville ou des chefs de projet Action Cœur de Ville, mais aussi dans différents domaines avec un réseau Ville Habitat où on aura les services de l'État, les services des collectivités, les bailleurs sociaux qui travaillent ensemble sur des sujets. Dans d'autres domaines, on aura les citoyens, les habitants aussi qui seront impliqués dans nos différents projets. Et on se rend compte que, en fait, il y a vraiment qu'on peut être nourri des expérimentations de terrain où on va essayer de tirer les enseignements de tous nos travaux et puis être très nourri par justement les rencontres avec des élus sur le terrain, des citoyens, des associations ou d'autres structures spécialisées. Aujourd'hui, alors voilà, dans les 4 métiers, on va dire, on ne gère pas de lieu, on aimerait bien, mais on participe par contre à la gestion du lieu où le CRIJ est installé à Orléans, et on se rend compte combien, quand on est dans un même endroit, il y a des synergies inévitables, on discute, et puis tout de suite, on a plein de complémentarités, et ça, c'est très heureux. Pour autant, dans notre projet de démocratie permanente et d'animation d'un réseau des porte-voix activateurs de la citoyenneté, on est en train de travailler avec certains qui voudraient avoir une sorte de maillage de différents tiers-lieux de notre région pour avoir un lieu où il pourrait y avoir une expression citoyenne et puis faciliter les projets qui peuvent activer la citoyenneté. Donc voilà, c'est nous ces 4 compétences d'ingénierie des catalyseurs territoriaux que l'on a à cœur de travailler en même temps ou de manière simultanée, enfin de manière diverse. Pour effectivement pour aller plus loin, on a aussi besoin, comme nous le faisons pour d'autres, nous créons beaucoup de réseaux, comme je disais, de métiers, et nous aussi nous avons besoin de faire réseau, de nous inspirer, de partager, de mettre en lien justement les expériences qu'on peut trouver dans les différents réseaux. Donc on en a 2 qui nous tiennent à cœur, bien sûr, notre réseau historique du réseau des centres de ressources politiques de la ville, et plus récemment, qui nous tient tout autant à cœur, le réseau des pionniers en alliance des territoires. Et donc, c'est aussi ça qui nous ressource, et je tenais à le signaler, parce que ils ont aussi plein de choses à part. Voilà, ceux qui écoutent peuvent aussi trouver beaucoup d'informations dans ces différents réseaux. Voilà, en quelques mots, donc pour dire en bref, donc Ville au Carré, c'est une équipe de catalyseurs territoriaux en centre Val-de-Loire pour celles et ceux qui cherchent des solutions créatives pour relever les défis des fractures sociales et territoriales. Voilà, le défi était, voilà, j'espère que j'ai tenu le délai. Bravo Cécile. Merci beaucoup Cécile pour cette présentation. Un catalyseur territorial et plus particulièrement ce que vous faites en centre Val-de-Loire. Je vois que l'heure passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, le webinaire, il est enregistré et sera disponible sur la plateforme Innovation Territoriale en Action. Donc, si je vois qu'il n'y a pas de questions, je continue très rapidement pour vous dire et pour conclure ce qu'on retrouve sur la plateforme Innovation Territoriale en Action, puisqu'elle était un peu remodifiée. Donc, je vous disais, elle a été enrichie. Donc, si vous allez sur la plateforme Innovation Territoriale, évidemment, la page d'accueil et puis le programme 2020 qui est en cours. Le contenu de la plateforme, un onglet sur le contenu de la plateforme qui va présenter les 7 besoins des territoires dont j'ai parlé en introduction et qui vous donne accès au webinaire de lancement de janvier 2019. Ensuite, un onglet qui vous décrit les 7 besoins des territoires et qui reprend finalement ce qu'on avait fait l'année dernière, qui vous donne donc un socle de documents de base et puis les 7 pages dédiées aux 7 besoins qui ont été identifiés avec ce que je disais tout à l'heure, la présentation des enjeux, des outils de méthode, des illustrations, des formations, que ce soit en e-learning ou voire en MOOC, et puis un accès vers un centre de ressources experts et chaque fois la possibilité de revoir en replay les différents webinaires qui ont été enregistrés en 2019. Je vous disais donc la plateforme s'enrichit de données territoriales puisqu'on met à disposition les rapports régionaux qui sont réalisés par l'Observatoire des partenariats dans le cadre de son programme Impact. Donc il y en a déjà 5 qui sont en ligne et qui sont disponibles en open source. La fameuse page de capitalisation des catalyseurs territoriaux qui vous donne à voir ces fameux métiers dont a parlé Cécile. La carte interactive qui permet de géolocaliser les différents catalyseurs et puis les travaux et les événements qui ont été menés avec le réseau depuis 2014. Et enfin, le dernier onglet qui est dédié à l'ODD 17 en pratique,
qui sera finalement le lien vers un futur centre de ressources numériques qu'on va construire, donc en partenariat avec Ville au Carré et le comité 21. Donc toute cette richesse, elle est toujours disponible, elle est pour les territoires, au service des territoires, et comme l'année dernière, pour ceux qui nous connaissent, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des remarques, des questions, voilà, tout ce qui peut nous enrichir, évidemment, bon à prendre. Voilà. Je voulais terminer ce webinaire en vous disant merci. Cher Benoît, qui est à mes côtés, peut-être vous voulez dire un dernier petit mot, un petit au revoir. Et sinon, on se dit au 28 mai prochain. Oui, on espère effectivement que cette approche de l'EDD 17 en pratique vous a plu et surtout on vous attend sur le prochain webinaire le 28 mai où nous aurons la diversité des formes d'engagement et de dynamique territoriale qui sera mise en avant et nous aurons aussi, petite surprise, un territoire plus particulièrement mis en avant qui sera la Bretagne. Donc on vous dit au 28 mai, à bientôt, au revoir.